Je me tenais sur les marches de marbre de ma maison de ville de Beacon Hill, un lundi après-midi de juillet, tenant ma clé de maison. La clé que Thomas et moi avions utilisée pendant 43 ans. La clé qui avait ouvert cette porte à travers les tempêtes de neige et les célébrations, à travers chaque jour ordinaire d'une vie que je pensais être la mienne. Ça n'a pas marché. J'ai réessayé, je l'ai remué. Rien. Ma main droite tremblait. Parkinson, avait dit le neurologue, stade précoce, gérable. Mais debout là, je me suis demandé si c'était la maladie ou autre chose, un instinct qui savait que tout avait changé. J'ai appuyé sur la sonnette, silence. J'ai appelé ma fille, Jessica, 39 ans, avocate d'entreprise, une femme à qui j'avais payé $200 000 pour qu'elle fasse ses études de droit à Harvard, directement sur sa messagerie vocale. C'est là que j'ai vu l'enveloppe. Glissée sous le heurtoir en laiton, une enveloppe commerciale blanche avec mon nom tapé sur le devant. Pas manuscrit, tapé. Froidement professionnel. Je l'ai ouverte. Mère, ta place est à la poubelle. Pas dans cette maison. Plus maintenant. La propriété a été transférée à mon nom conformément à la procuration que vous avez signée le mois dernier. Votre chambre au centre de soins Sunset Haven est prête. Transport organisé pour demain 9h. Ne me contactez pas aujourd'hui. Jessica. J'ai relu la première ligne. Ta place est à la poubelle. Ma fille, la fille que j'avais bercée, la fille dont j'avais pensé les genoux écorchés. La fille dont la remise de diplôme en droit avait été le jour le plus fier de ma vie, venait de me dire que ma place était aux ordures. Procuration. J'avais signé quelque chose à son bureau 4 semaines plus tôt. Son bureau d'angle au 40e étage, surplombant le port de Boston. Elle avait été si calme, si professionnelle. Juste une formalité maman, pour aider avec les factures médicales. Cancer du pancréas, 3 ans de rémission. Mais les factures avaient été substantielles, et je lui avais fait confiance. J'ai levé les yeux vers les fenêtres en bail du 2e étage, vers les jardinières que j'avais plantées en mai. Ma maison. Ma fille m'avait pris ma maison. J'ai descendu les marches et ouvert l'application Uber. Mes mains tremblaient si fort qu'il m'a fallu 3 essais. Le chauffeur était un jeune de soutien avec une casquette des Red Sox et des yeux gentils. « Vous allez bien, madame ?» J'ai hoché la tête. Je n'allais pas bien. Le DS Inn de Dorchester sentait le nettoyant industriel et le vieux tapis. 48$ la nuit. L'employé a glissé une carte clé sur le comptoir sans poser de questions. La chambre était petite, couvre-lit en polyester, meubles stratifiés, une fenêtre donnant sur le parking. Je me suis assise sur le bord du lit. À 20h, je me suis connecté à mon compte bancaire, le compte joint que Thomas et moi avions ouvert en 1982. $450 000, son assurance vie, ma pension, tout ce que nous avions économisé pendant 40 ans. Solde, $1247. Une transaction le 14 juillet, 14h47. Retiré par Jessica Brennan Wright, utilisatrice autorisée. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui donnerai pas ça. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Au lieu de ça, je suis resté très immobile et j'ai laissé la rage se transformer en quelque chose de froid et clair, quelque chose d'utile. Parce que les larmes ne me feraient pas récupérer ma maison. Les larmes ne me rendraient pas l'argent. Et les larmes ne changeraient certainement pas le fait que ma fille venait de me dire que ma place était à la poubelle. J'ai pris la lettre sur la table de chevet, les retourné. Le dos était vierge, blanc, lisse, en attente. J'ai trouvé un stylo dans mon sac à main. Le même stylo que j'avais utilisé pour signer cette procuration il y a 4 semaines. Au dos de la lettre de Jessica, j'ai écrit 2 mots. Juste 2 mots. Ma main tremblait au Parkinson, épuisement, rage. Je ne savais plus dire, mais l'encre était stable, claire, permanente. Ces 2 mots n'étaient pas destinés à répondre. Ils étaient destinés à déclencher une vérité que Jessica n'avait jamais vue venir. Une vérité cachée dans des documents qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Une vérité que son père avait plantée il y a 12 ans, attendant exactement ce moment. J'ai plié le papier, l'ai rangé dans mon portefeuille et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Jessica voulait la guerre, elle l'aurait. Mais d'abord, je devais survivre les 72 prochaines heures. Parce que dans 3 jours,
quelque chose se produirait qui ferait que la trahison d'aujourd'hui ressemblerait à un échauffement. Mardi matin, je me suis réveillé avec la main droite qui tremblait. Pas le tremblement habituel, le genre gérable qui accompagne la maladie de Parkinson. C'était violent. Mes doigts se sont agités contre le couvre-lit en polyester comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai cherché mon pilulier sur la table de chevet. Vide. 4 compartiments étiquetés du lundi au jeudi, tous vides. J'avais été tellement concentré sur le compte bancaire et la lettre de Jessica que je n'avais pas vérifié mes médicaments avant de quitter Beacon Hill. J'ai appelé CVS. La pharmacienne a répondu à la 3e sonnerie. Jeune femme, voix fatiguée. Ici Catherine Brennan. J'ai besoin de renouveler mes ordonnances. Carbidopa levodopa pour le Parkinson. Metformine pour le diabète. Lisinopril pour la tension artérielle et ma pilule d'entretien de chimiothérapie. Silence. Frappe. Puis, Madame Brennan, toutes vos ordonnances ont été annulées hier. Annulées par qui? Votre fille a appelé. Elle a dit que vous étiez décédé et a demandé que nous mettions fin à toutes les ordonnances actives. Décédé? Est-ce que j'ai l'air morte pour vous? Je suis vraiment désolé, madame. Je ne peux rien renouveler sans l'autorisation du médecin. Votre médecin doit nous appeler directement. J'ai raccroché et composé le numéro du docteur Palmer. Richard Palmer était mon oncologue depuis 3 ans, l'homme qui m'avait guidé à travers le cancer du pancréas, la chimiothérapie, la rémission. Il a répondu à la première sonnerie. Catherine, j'allais vous appeler. Quelque chose d'étrange s'est produit hier. Une femme se présentant comme provenant du cabinet d'avocat de votre fille a appelé. Elle avait votre identifiant médical, vos informations d'assurance. Elle a dit que vous aviez été transféré en soins palliatifs et a demandé que toutes les ordonnances soient immédiatement annulées. Combien de temps pour réautoriser? 48 heures. Peut-être 36 si je le signale comme urgent et que j'appelle directement la pharmacie. 48 heures. J'ai compté les pilules dans mon sac à main. 12 au total pour 4 médicaments. 3 jours si je coupais chaque dose en 2. Signalez-le comme urgent, dis-je. Mercredi soir, les tremblements étaient constants. Je ne pouvais pas tenir une tasse de café sans la renverser. Ma main droite tremblait si fort que je devais manger avec la gauche. Sans les médicaments contre le Parkinson, chaque mouvement donnait l'impression de pousser à travers du béton mouillé. Jeudi matin, je me suis réveillé trempé de sueur. J'ai sorti mon lecteur de glycémie et me suis piqué le doigt. Dangereux. Les demi-doses ne fonctionnaient pas. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pensé à Jessica, à la méthode qu'elle avait employée. M'enlever ma maison, m'enlever mon argent, maintenant m'enlever mes médicaments. Et puis je me suis souvenu de 1976, la ferme, un centre d'entraînement près de Langley, en Virginie, où la CIA enseignait aux jeunes recrues de 22 ans comment survivre. Mon instructeur était un homme nommé Garrett, 50 ans, coupe militaire grise, voix comme du gravier sur de l'asphalte. L'arme la plus efficace n'est pas une bombe, avait-il dit à notre classe. C'est l'isolement. Vous coupez les ressources de votre cible. Vous coupez leurs alliés. Vous leur faites croire qu'ils sont complètement seuls. Et puis ils abandonnent. Ils arrêtent de se battre. Jessica avait utilisé exactement ce manuel contre moi. Isoler. Éliminer. Me faire disparaître tranquillement dans une chambre de motel où personne ne poserait de questions. Mais Garrett nous avait appris autre chose ce jour-là. Les tactiques d'isolement ne fonctionnent que si votre cible ne comprend pas ce qui se passe. Il avait dit, s'ils comprennent, vous avez un problème parce qu'un ennemi isolé qui n'a plus rien à perdre est le genre d'ennemi le plus dangereux qui soit. Jessica avait fait une erreur. Elle m'avait laissé en vie et elle m'avait mis en colère. Jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Brennan, ici Diana Rothschild. Je suis avocate spécialisée dans l'immobilier à Boston. Je représente les acheteurs de votre propriété de Beacon Hill. Je me suis redressé. Quels acheteurs? Votre fille a mis la maison en vente il y a 3 jours. Nous clôturons dans 2 semaines, mais notre recherche de titre a signalé quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui ne colle pas. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai regardé ma main tremblante, les flacons de pilules vides sur la commode. Oui, dis-je.
Nous pouvons nous rencontrer. Vendredi matin, le bureau de Diana Rothschild était au 23e étage d'une tour en verre de State Street. Des baies vitrées donnaient sur le port de Boston. Des voiliers parsemaient l'eau comme des ailes blanches sur fond bleu. Diana elle-même avait 37 ans, l'œil vif, impeccablement vêtue d'un tailleur anthracite, les cheveux foncés tirés en un chignon soigné. Elle se tenait derrière un bureau en acajou et tendit la main. « Madame Brennan, merci d'être venue. » Sa poignée de main était ferme. Ses yeux étaient gentils. Pour la première fois en 5 jours, quelqu'un me regardait comme une personne. Pas comme un problème. Elle fit un geste vers une chaise en cuir. Je m'assis. Ma main droite tremblait toujours. Les nouvelles ordonnances n'arriveraient que le lendemain, mais je la posai sur mes genoux. Diana fit glisser un dossier sur le bureau. Votre fille essaie de vendre une maison qui ne lui appartient pas. J'ai cligné des yeux. La procuration. Une procuration permet à quelqu'un de gérer vos biens. Elle ne transfère pas la propriété. La maison est toujours à votre nom. Elle ouvrit le dossier. J'ai fixé le document, le Thomas R. Brennan Revocable Living Trust, daté de mars 2014, 4 ans avant le décès de Thomas. Je ne comprends pas. Thomas n'a jamais mentionné, lisez la clause 14, dit Diana doucement. Je l'ai trouvé à la page 7. En cas de soumission du bénéficiaire principal, Catherine Monsieur Brennan, à des abus envers les personnes âgées, à une fraude ou à la coercition par un bénéficiaire secondaire. Le dit bénéficiaire secondaire sera immédiatement et irrévocablement retiré de tous les droits d'héritage. Les mots se brouillèrent. Je l'ai relu. Thomas avait su, 4 ans avant de décéder. Il avait vu ce que je ne pouvais pas voir, que Jessica pourrait faire exactement cela. J'ai fixé la clause 14. C'était la vérité. La vérité que Jessica n'avait pas vu venir quand elle avait écrit cette lettre. La vérité qu'elle n'avait jamais pris la peine de chercher quand elle avait falsifié cette procuration. La vérité qui allait défaire tout ce qu'elle avait planifié. Mes 2 mots, mauvaise idée, n'étaient pas seulement de la défiance. C'était une promesse, un avertissement, un déclencheur pour la mine juridique que Thomas avait enterrée en 2014, attendant le jour où la cupidité de notre fille ferait enfin surface. Quand a-t-il ajouté cette clause, demandai-je. Mars 2014, juste après la 3e faillite de votre fille. Je m'en suis souvenu. Jessica avait demandé $100 000 à Thomas pour sauver son entreprise immobilière. Il avait refusé. Elle ne lui avait pas parlé pendant 6 mois. Il vous protégeait, dit Diana. De la seule personne qui aurait dû vous protéger. Ma gorge se serra. J'ai hoché la tête. Diana sortit un autre dossier. J'ai aussi fait une vérification des antécédents de votre gendre. Derek Wright a déposé le bilan en 2020. Classé sans suite, mais il est actuellement poursuivi par 3 créanciers. L'un d'eux est lié au crime organisé à Boston. Il doit $800 000. $800 000. Soudain, tout prenait sens. Jessica n'était pas seulement cupide, elle était désespérée. Pourquoi m'aidez-vous, demandai-je. L'expression de Diana s'adoucit. Un chantier de construction s'est effondré en mai à South Boston. Une grue est tombée. 20 ouvriers piégés. Ma respiration se coupa. L'une d'eux était ma mère, Sarah Rothschild. Elle était inspectrice de chantier. Je me suis souvenu de la poussière, des cris, du poids de l'acier et du béton. Vous étiez l'architecte en chef de ce projet, continua Diana. Vous êtes resté sur le site pendant 16 heures, coordonnant le sauvetage. Vous avez porté ma mère vous-même. J'ai fait ce que tout le monde, non, vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Ma mère a vécu 13 ans de plus grâce à vous. Elle est décédée en 2017 du lupus. Mais ces 13 ans, vous les lui avez donnés. Vous me les avez donnés. J'ai regardé mes mains. Le tremblement avait cessé. Diana ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit 3 cartes de visite. Elle les posa en rang. Michael Torres, détective privé, ancien de la CIA. J'ai levé les yeux brusquement. CIA. Je pensais que vous le connaissiez. Je le connaissais. Michael et moi avions travaillé ensemble en 1978. S'il était encore en vie, il aurait 73 ans maintenant. Diana tapota la 2e carte. Rebecca Stone,
Analyste judiciaire. Elle peut retrouver chaque dollar que Jessica a touché. La troisième carte. Marcus Levent, procureur fédéral. Si cela va en procès, c'est le meilleur. J'ai fixé les 3 cartes. Diana, cette femme qui me tendait une armée. Si nous faisons ça, dit Diana, c'est la guerre. Jessica se défendra. Elle déposera des requêtes, des contre-poursuites, des ordonnances restrictives. Ce sera pire avant d'être mieux. Êtes-vous prête à ça? J'ai pensé à la chambre de motel, au flacon de pilules vides, à la lettre qui disait que ma place était à la poubelle. J'ai pensé aux 2 mots que j'avais écrits, à la vérité que Thomas avait cachée. À la clause 14 qui attendait comme une arme chargée. C'est déjà pire, dis-je. Faisons-lui regretter. Les coups ont commencé à 8 heures du matin. 3 coups secs, officiels et impatients. J'ai ouvert la porte de la chambre 214 du DS-IN pour trouver un homme en polo sombre tenant un presse-papier et 3 enveloppes manille. Il n'a pas souri. Catherine Brennan? Oui. Vous avez été assigné. Il m'a tendu les enveloppes, s'est retourné et a descendu le couloir extérieur sans un mot de plus. J'ai fermé la porte. Ma main droite tremblait. Le Parkinson s'aggravait toujours avec le stress, alors j'ai posé les enveloppes sur le bureau étroit près de la fenêtre et je me suis assise. L'enveloppe du haut portait le sceau de la Cour supérieure de Suffolk. Il en était de même pour la 2e et la 3e. J'ai ouvert la première. Ordonnance restrictive d'urgence, numéro de dossier 025 CV 08847. Jessica Brennan Wright, plaignante, alléguait que moi, sa propre mère, m'était livrée à des violences physiques et à des comportements menaçants envers elle le 10 juillet, 4 jours avant qu'elle ne m'ait enfermé hors de ma maison. En annexe, 4 photographies couleur de contusion sur ses bras et son cou, violet foncé, jaune sur les bords, éclairées professionnellement. J'ai fixé ces images pendant longtemps. Je n'avais pas vu Jessica en personne depuis juin. Les contusions étaient fausses au maquillage, éclairage, peut-être un peu de retouche photo, mais elles semblaient suffisamment réelles pour un juge. L'ordonnance m'obligeait à rester à au moins 500 pieds de Jessica, de sa maison et de son lieu de travail. Toute violation pourrait entraîner une arrestation. L'audience était prévue pour le samedi 26 juillet, dans 3 jours. J'ai ouvert la 2e enveloppe. Plainte civile, diffamation. Numéro de dossier 025 CV 08849. Jessica me poursuivait pour 500 000 $. Elle affirmait que j'avais publiquement et malicieusement répandu de fausses déclarations l'accusant de vol, d'abus envers les personnes âgées et de fraude financière. Elle énumérait 12 noms de témoins que je ne reconnaissais pas, des personnes que je n'avais jamais rencontrées, des voisins, disait-elle, des collègues, des amis. Je ne connaissais aucun d'entre eux. La 3e enveloppe était la plus lourde. Requête en tutelle d'urgence d'une personne incapable. Numéro de dossier 025 PR 04412. Jessica demandait au tribunal de lui accorder la pleine tutelle légale sur moi. Elle affirmait que j'étais incapable de gérer mes propres affaires en raison d'une maladie de Parkinson avancée et d'un traitement récent contre le cancer. Elle joignait des relevés bancaires montrant des découvertes qui n'existaient pas, des factures médicales que je n'avais jamais vues et une lettre d'un neurologue que je n'avais jamais consulté affirmant que je souffrais d'un déclin cognitif modéré. L'audience était fixée au lundi 28 juillet, dans 5 jours. Si le juge se prononçait en sa faveur, je perdrais tout, mon autonomie, mes biens, ma voix. Jessica contrôlerait mes décisions médicales, mes finances, ma vie, et je n'aurais aucune base légale pour l'arrêter. J'ai posé les papiers et appelé Diana. Je viens d'être assigné, dis-je. 3 procès. J'ai vu les dossiers ce matin, répondit Diana, la voix tendue. Ordonnance restrictive, diffamation et tutelle. Elle essaie de vous ensevelir sous les papiers avant que vous ne puissiez vous défendre. Combien cela nous coûtera-t-il si nous combattons les 3? Jusqu'à 100 000 $ de frais juridiques? Peut-être plus. J'ai fermé les yeux. Il me restait 12 $ sur mon compte courant. De quoi avons-nous besoin, demandai-je. Des dossiers médicaux prouvant que vous êtes compétente. Des témoins de moralité. Des preuves qu'elle a falsifié ses relevés bancaires et ses rapports médicaux. Et Diana marqua une pause. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse témoigner que Jessica a essayé de vous nuire. Quelqu'un de crédible. Un médecin peut-être ou un pharmacien.
J'ai pensé au docteur Palmer, à l'employé de CVS qui m'avait dit que mes ordonnances avaient été annulées parce que j'étais décédé. L'une des 47 pages de relevés bancaires, de mails et de messages vocaux que j'avais déjà imprimés et organisés dans un dossier sur mon lit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le dossier que Thomas m'avait laissé. À l'intérieur se trouvait une liste de contacts, des personnes en qui il avait confiance, des personnes qui avaient travaillé avec nous il y a des années dans des endroits dont nous ne parlions plus. Un nom se détacha. Je trouverai le témoin, dis-je. Catherine, je sais exactement qui appeler. J'ai raccroché. La salle d'audience sentait le vieux bois et la cire à plancher. J'étais assise à côté de Diana à la table du défendeur, mes mains croisées pour cacher le tremblement. De l'autre côté de l'allée, Jessica était assise à côté d'un homme en costume Armani anthracite, Richard Caldwell, 52 ans, Harvard Law, l'un des avocats de la défense les plus chers de Boston. Ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés en arrière. Jessica portait un blazer Dior gris et des boucles d'oreilles en perles. Ses cheveux blonds tombaient en douces ondulations. Elle ressemblait à une fille inquiète. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait écrit « Ta place est à la poubelle ». La juge Patricia Morrison est entrée à 9h30. 62 ans, lunettes à monture métallique, cheveux gris fer tirés en un chignon serré. Elle a ajusté sa robe noire et a regardé la requête. Dossier numéro 025 PR 04412, requête en tutelle d'urgence. Monsieur Caldwell, veuillez procéder. Caldwell s'est levé, sa voix douce et compatissante. Votre honneur, Jessica Brennan Wright est ici par amour. Sa mère, Catherine Brennan, a 70 ans. Elle souffre de Parkinson et suit un traitement contre le cancer. Au cours du mois dernier, Madame Brennan a montré des signes clairs de déclin cognitif. Il a brandi des papiers, des relevés bancaires montrant des découverts, des factures médicales impayées totalisant 14 000 $. Des témoignages de voisins affirmant « Je me suis promené dans les rues la nuit, désorientée et confuse ». Jessica a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Une seule larme a coulé sur sa joue. Je n'ai pas bougé. La juge Morrison me regarda. Madame Brennan, comment répondez-vous? Je me suis levé, appuyant ma main tremblante à plat sur la table. Votre honneur, chaque preuve qu'ils ont présentée est un mensonge, et je peux le prouver. La juge hocha la tête. Écoutons. Diana appela le docteur Richard Palmer à la barre. Une cinquantaine d'années, lunettes à monture métallique, blouse blanche sur une chemise bleue. Il était mon oncologue depuis 3 ans. Docteur Palmer, selon votre opinion professionnelle, Catherine Brennan est-elle mentalement compétente? Absolument. Madame Brennan est l'une des patientes les plus intelligentes que j'ai jamais traitées. Parkinson à un stade précoce, cancer en rémission, fonction cognitive complètement intacte. Elle gère ses médicaments, se rend à tous ses rendez-vous, pose des questions détaillées sur son traitement. Diana brandit un email imprimé. Avez-vous reçu un appel téléphonique le 15 juillet de quelqu'un prétendant représenter Madame Brennan? Sa mâchoire se serra. Oui. Une femme a dit qu'elle était l'avocate de Madame Brennan. Elle a dit à mon personnel que Madame Brennan était entrée en soins palliatifs et a demandé que toutes les ordonnances soient annulées immédiatement. Est-ce que c'était vrai? Non. L'appel était un mensonge. À cause de cela, Madame Brennan est restée 4 jours sans médicaments. Sa glycémie a grimpé à 240. Elle aurait pu faire une crise médicale. Le visage de Jessica ne changea pas. Objection, dit Caldwell. Oui dire. Rejeté, répondit la juge Morrison, les yeux toujours fixés sur Jessica. Diana tendit un dossier à la juge. Votre honneur, ce sont les relevés bancaires réels de Madame Brennan. Pas de découvert, pas de factures impayées. Les documents soumis par Madame Brennan Wright ont été fabriqués. Elle brandit un deuxième dossier. Ce sont les photographies de contusion. Notre analyste médico-légal les a examinées. Les vraies contusions montrent des schémas de dispersion de l'hémoglobine. Celles-ci montrent du maquillage de fond de teint et des retouches numériques. La juge Morrison posa sa plume. J'ai vu de nombreux cas d'abus envers les personnes âgées. Je n'ai jamais vu quelqu'un fabriquer des preuves de tutelle aussi délibérément. Elle leva son marteau. Requête rejetée. Ordonnance restrictive annulée. Je renvoie cette affaire au procureur de district pour enquête sur la fraude,
les abus envers les personnes âgées et les fausses déclarations. Elle regarda directement Jessica. « Madame Brennan Wright, vous avez beaucoup de chance que je ne vous tienne pas en mépris de cour. » Jessica, pâle, se leva et sortit avec Caldwell. Elle ne se retourna pas. Dehors, Diana m'a tiré à part. « Vous avez gagné. » Mais Catherine, Jessica ne s'arrêtera pas, Derek doit 800 000 $. Ils ont besoin de cette maison. Les personnes désespérées font des choses dangereuses. Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 billets imprimés. Vol aller simple pour les îles Caïmans. 10 août. Jessica Brennan Wright. Derek Wright. Michael a trouvé ça ce matin, dit Diana. J'ai fixé les billets. Il prévoit de s'enfuir. Ou pire, dit Diana. Michael Torres arriva dans ma chambre de motel à 22 h ce soir-là. Il avait 73 ans, mais il bougeait comme un homme de 20 ans plus jeune. Cheveux argentés coupés courts, yeux bleus acier qui ne manquaient rien. Une petite cicatrice le long de sa joue gauche, d'une mission dont nous ne parlions plus. Il portait une veste en cuir usé et un sac de sport noir. Catherine, dit-il, en entrant. Pas de poignée de main, pas de bavardage. Nous avions travaillé ensemble dans des endroits qui n'existaient sur aucune carte. Il posa le sac sur le lit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 détecteurs de fumée, du plastique blanc, des piles 9V, tout à fait ordinaires. Sauf qu'ils ne l'étaient pas. Des caméras, dit Michael. Audio et vidéo diffusés directement sur le serveur sécurisé de Diana. Autonomie de la batterie 45 jours. Quand les installons-nous? Ce soir. Jessica et Derek sont à un gala de charité en centre-ville. Ils ne rentreront pas avant minuit. Je le regardais. Vous les surveillez depuis vendredi. Nous avons roulé jusqu'à Beacon Hill dans la vieille Camry de Michael. 22 minutes à travers des rues désertes. La maison de ville était sombre et silencieuse, son portail en fer verrouillé. Mon portail. Ma maison. Michael sortit un jeu de crochet de sa veste. 47 secondes plus tard, la porte arrière s'ouvrit. La maison sentait la même chose au lavant des vieux livres. Je n'y étais pas entré depuis 2 semaines, mais cela semblait des années. Michael traversa la cuisine sans un bruit, scannant les systèmes de sécurité. Il n'y en avait pas. Jessica n'avait pas pris la peine. Nous avons installé la première caméra dans le salon, nichée dans le coin du plafond au-dessus de la cheminée. La deuxième a été placée dans la chambre principale, orientée vers la commode où Derek gardait son ordinateur portable. La troisième, nous l'avons montée dans le bureau de Derek, face à son bureau. 12 minutes. Nous étions partis avant même que les lumières à détecteur de mouvement dans le couloir ne s'allument. Le lendemain matin, j'ai rencontré Diana à son bureau. Michael a trouvé quelque chose, dit-elle, faisant glisser un dossier sur son bureau. Derek doit 800 000 $ à un prêteur sur gage ici à Boston, Vincent Maroney. La dette est impayée depuis 3 ans. Maroney essaie de recouvrer, mais Derek ne cesse de temporiser. Et Maroney veut se retirer. Il a 58 ans. Son organisation est sous surveillance fédérale, et il ne veut plus de ce casse-tête. Il est prêt à vendre la dette. Je l'ai fixée. La vendre pour 560 000 $. 40% de réduction si nous payons en espèces d'ici la fin de la journée. J'ai pensé à Thomas, au portefeuille qu'il m'avait laissé. Actions, obligations, dividendes que Jessica ne savait pas exister car ils étaient détenus dans une fiducie séparée. Achetez-la, dis-je. Diana passa l'appel. À midi, la dette avait été transférée. Je possédais l'âme de Derek Wright. S'il ne me payait pas 560 000 $ plus les intérêts, je pourrais le poursuivre en justice, saisir ses biens, ou vendre la dette à quelqu'un de moins patient. Ou je pourrais lui proposer un accord. Ce soir-là, les caméras ont livré leur verdict. À 21 h, Derek était assis dans son bureau à domicile, le téléphone collé à l'oreille. Michael avait acheminé le flux audio vers mon ordinateur portable. Le 10 août, nous aurons l'argent, dit Derek, la voix basse et tendue. La maison se vend 3,2 millions. Nous remboursons les 800 000, puis nous partons. Les îles Caïmans. Jessica ne sait même pas encore pour Amber. Amber. Michael a vérifié le nom dans sa base de données.
Amber Collins, 28 ans, croupière de casino à l'Encore Boston Harbor. Derek la voyait depuis 6 mois. Il prévoyait de trahir Jessica, de prendre la moitié de l'argent et de disparaître avec sa petite amie. J'ai presque eu pitié de ma fille. Presque. À 23 heures ce soir-là, mon téléphone a sonné. Catherine. La voix de Michael était plate. Nous avons un problème. Derek vient d'acheter une arme non enregistrée à un contact à Dorchester et il y a 30 minutes, il a cherché en ligne comment simuler une chute accidentelle dans les escaliers. Mon sang s'est glacé. Il ne prévoit pas d'attendre le 10 août, dit Michael. Il prévoit de faire passer ça pour un accident. J'ai raccroché et appelé Diana. Nous avons besoin du FBI, dis-je. Maintenant. Diana n'a pas posé de questions. Elle a passé l'appel. Jessica et Derek n'essayaient pas seulement de voler ma maison. Ils prévoyaient de me faire disparaître. Si vous êtes toujours avec moi, commentez et 6, pour que je sache que vous êtes à mes côtés en ce moment. Et dites-moi, si c'était vous, entreriez-vous dans cette maison en sachant que quelqu'un pourrait vous attendre à l'intérieur? Appelleriez-vous immédiatement la police? Ou leur feriez-vous face vous-même et révéleriez-vous la vérité? La prochaine décision change tout. Avant de continuer, veuillez noter que la partie à venir de cette histoire contient des éléments dramatisés créés pour la narration et la réflexion. Certaines situations peuvent ne pas refléter entièrement les événements réels. Si ce n'est pas pour vous, c'est le moment de vous retirer. Le flux de la caméra est arrivé à 22 heures le vendredi soir. J'étais assise dans le bureau de Diana avec Michael, mon ordinateur portable ouvert sur la table de conférence. L'écran montrait le bureau de Derek en noir et blanc granuleux. Il était assis à son bureau, un objet sombre dans sa main droite. Une arme? Michael s'est penché, non enregistré. Acheté hier à Dorchester pour $1200 en espèces. J'ai regardé Derek vérifier l'arme à feu. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Il avait 40 ans, mais il paraissait plus vieux. Cerne sous les yeux, cheveux bruns ébouriffés, chemise froissée, à moitié déboutonnée. Ses mains tremblaient légèrement. Sevrage de cocaïne peut-être, ou peur. Il posa l'arme sur le bureau et ouvrit son ordinateur portable. Puis il commença à taper. Michael avait truqué la caméra pour capturer l'activité de l'écran. J'ai regardé les mots apparaître dans un document de notes. Catherine est tombée dans les escaliers à 23h30. J'ai entendu ses cris. Les patients atteints de Parkinson tombent facilement. Un tragique accident. Derek lut la phrase à voix haute 3 fois comme un acteur répétant ses répliques. Puis il ferma l'ordinateur portable et prit son téléphone. À 22h47, un message texte apparut à l'écran. Jessica, fais-le ce soir. J'ai senti mon pouls dans ma gorge. Diana me regarda. Nous appelons le FBI tout de suite. Non, dis-je. Michael se tourna. Catherine. Si nous arrêtons Derek maintenant, Jessica s'en sortira. Elle dira qu'elle n'avait aucune idée. Elle pleurera devant un jury et s'en tirera avec tout. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Diana. J'ai regardé le flux de la caméra. Derek était debout maintenant, arpentant, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes. Je veux les attraper tous les deux, dis-je. Nous laissons Derek penser que le plan fonctionne. Je me présente à la maison exactement comme Jessica l'a organisé, mais le FBI est déjà à l'intérieur. La mâchoire de Michael se serra. Vous vous utilisez comme appât. Oui. Catherine. Si quelque chose tourne mal, on m'a volé, empoisonné, poursuivi en justice. Une tentative de meurtre de plus ne va pas m'effrayer. Diana passe à l'appel. L'agent Marcus Reynolds est arrivé 1 heure plus tard. 47 ans, costume de marine, insigne du FBI accroché à sa ceinture, oreillette enroulée autour de son col. Il m'a serré la main une fois, ferme et rapide, puis s'est assis et a écouté tout le plan sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a regardé Michael. Vous êtes sûr que le flux est en direct? Flux chiffré, audio et vidéo. Nous verrons tout en temps réel. Reynolds hocha la tête. Nous positionnerons 4 agents à l'intérieur de la maison. 2 dans la cuisine, 2 à l'étage. Madame Brennan, vous entrerez par la porte d'entrée à 23 heures. Derek vous attendra. Au moment où il fera un geste, nous l'aurons.
Et Jessica? Son message texte est une conspiration. Au moment où Derek agira, elle sera complice. Nous l'arrêterons dans l'heure. J'ai regardé l'agent. Et si Derek n'attend pas? Et s'il essaie quelque chose avant que je n'entre? L'expression de Reynolds ne changea pas. Alors nous agissons plus tôt. Mais Madame Brennan, je dois vous faire comprendre que si vous entrez dans cette maison, vous entrez dans un piège. Même avec 4 agents à l'intérieur, il y a des risques. Je comprends. Vraiment? J'ai rencontré son regard. Agent Reynolds, j'ai passé 5 ans dans des endroits où le risque était la seule certitude. Je vais bien. Il se leva. Nous nous déplaçons à 22h30. Diana, vous surveillerez le flux de la caméra d'ici. Michael, vous êtes avec moi. Madame Brennan, n'approchez pas de cette maison tant que nous n'avons pas donné le signal. À 22h55, je me tenais devant la maison de ville. Les fenêtres étaient sombres. Le portail en fer était déverrouillé. Ma clé ne fonctionnait toujours pas. Jessica avait changé les serrures 2 semaines plus tôt, mais ce soir, je n'en avais pas besoin. Mon téléphone vibra. Jessica, maman, je suis tellement désolé. Pouvons-nous parler? Je suis au bureau, mais Derek est à la maison. Il te laissera entrer. J'ai fixé le message. Elle préparait son alibi. Elle serait à des kilomètres quand ça arriverait, entourée de témoins, les mains propres. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du 2e étage. Quelque part à l'intérieur, 4 agents du FBI attendaient en silence. J'ai tapé une réponse. Je suis dehors. Je vais sonner. J'ai appuyé sur envoyer. La porte d'entrée s'est ouverte. Derek se tenait sur le pas de la porte, éclairé par la lampe du couloir. Il a souri. Catherine, dit-il. Entrez. Je suis entré. Le couloir était sombre. Derek a refermé la porte derrière moi et j'ai entendu la serrure se verrouiller. La maison était silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et du léger grincement des planchers à l'étage. Ma maison. Mes planchers. Je connaissais chaque son. Catherine, dit Derek, sa voix tendue. Nous devons parler. Il fit un geste vers l'escalier. Les lumières étaient éteintes, mais je pouvais voir sa silhouette se dessiner contre la fenêtre du palier. 40 ans, les épaules voûtées, une main enfoncée profondément dans la poche de sa veste. Je n'ai pas bougé. Pourquoi ne parlons-nous pas ici, dis-je. Il s'approcha. Son visage apparut dans la lumière tamisée du lampadaire extérieur. Cerne sous les yeux, mâchoire serrée. Sa main était toujours dans sa poche. Je sais ce que vous avez fait, dis-je. Les faux relevés bancaires, les fausses factures médicales, l'ordonnance restrictive, tout ça. L'expression de Derek ne changea pas. Jessica s'en est occupée. Et je sais pour l'arme que vous avez achetée il y a 3 jours, celle que vous portez en ce moment. Sa main tressaillit. Je sais pour les 800 000 que vous devez. Je sais pour le message texte que Jessica vous a envoyé hier soir à 22h47. Fais-le ce soir. Le visage de Derek pâlit. Comment? Des caméras, dis-je. 3 d'entre elles. Salon, chambre, votre bureau. Nous vous surveillons depuis 5 jours. Pendant un instant, il m'a juste regardé. Puis il a sorti sa main de sa poche. L'arme brillait d'un noir mat dans la faible lumière. Il l'a levée, sa main tremblante. Je suis désolé, dit-il. Je n'ai pas le choix. Si je ne paie pas ma Roneille avant le 15 août, sa voix se brisa. J'ai besoin de l'argent de cette maison. J'avais besoin de rester en vie. Alors, vous alliez mettre fin à ma vie à la place. C'était censé ressembler à un accident, une chute. Les patients atteints de Parkinson tombent tout le temps. Il visa l'arme sur ma poitrine. Jessica a tout planifié. La tutelle, les poursuites ce soir. Elle a dit que c'était la seule solution. Et vous l'avez cru. Je n'avais pas le choix. Il pressa. Clic. Rien ne se passa. Il pressa de nouveau. Clic. 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 Son visage se tordit de confusion. Et puis de panique. Il regarda l'arme, puis moi.
J'ai souri. Vous avez acheté ça chez un revendeur à Dorchester, dis-je. Un homme que Michael surveillait depuis 2 semaines. Michael s'est assuré que le mécanisme de tir ne fonctionnait pas. La main de Derek tomba. Derrière lui, 4 ombres bougèrent. L'agent Marcus Reynolds sortit de la cuisine, arme au poing, un signe levé. 3 autres agents sortirent de la salle à manger et du couloir d'en haut, encerclant Derek en quelques secondes. FBI. Déposez l'arme. Les mains là où je peux les voir. Derek laissa l'arme tomber au sol. Il leva les mains, tremblantes. Reynolds le menotta, lui lut ses droits. Derek secouait la tête, les mots jaillissant dans un flot paniqué. Jessica m'a dit de le faire. Elle a tout planifié. Les messages textes, vérifiez mon téléphone. Elle a dit que ça devait être ce soir, que Catherine serait seule, que ça ressemblerait à un accident. Je ne voulais pas. Je jure que non. Reynolds me regarda. Madame Brennan, vous allez bien? J'ai hoché la tête. Mes jambes étaient faibles, mais je suis resté debout. Je vais bien. Ils ont emmené Derek menotté par la porte d'entrée, les marches, dans un SUV noir garé au trottoir. J'ai regardé par la fenêtre. Quand la maison fut de nouveau silencieuse, je suis monté à l'étage dans la chambre que Thomas et moi avions partagée pendant 38 ans. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la photographie sur la table de chevet. Thomas et moi, 1982, debout devant cette maison le jour où nous l'avons achetée. J'ai tenu ma promesse, pensais-je. Je ne les ai pas laissés me briser. Mon téléphone a vibré. Agent Reynolds, Jessica Brennan Wright, arrêtée à son bureau à 23h47. Conspiration de tentative de nuire, abus envers les personnes âgées. Elle est en garde à vue. J'ai fermé les yeux. C'était fini. Puis un deuxième message est arrivé. Michael, Catherine, vérification des relevés téléphoniques de Derek. 1247 messages à Amber Collins. 2 billets pour Kay et Derek et Amber. Pas de billets pour Jessica. J'ai fixé l'écran. Derek n'avait jamais prévu d'emmener Jessica avec lui. Jessica avait prévu de m'éliminer. Derek avait prévu d'éliminer Jessica, et je les avais éliminés tous les deux. La salle d'interrogatoire sentait le café rassis et la sueur. Je me tenais derrière une vitre sans teint, regardant Derek Wright assis à une table en métal, les poignets menottés à un anneau d'acier. Son visage était gris. L'agent Marcus Reynolds entra et posa un dossier manille. Monsieur Wright, parlons d'Amber Collins. La tête de Derek se releva. Reynolds ouvrit le dossier et fit glisser une photographie sur la table. Derek embrassant une jeune femme dans un parking souterrain. Amber Collins, 28 ans, croupière de casino à l'Encore. 7 mois, 1247 messages textes. 2 billets aller simples pour les îles Caïmans. 10 août. Les épaules de Derek s'affaissèrent. Où est le 3e billet? Celui pour votre femme? Il n'y en a pas, alors, vous laissiez Jessica derrière? La voix de Derek était plate. Jessica prenait l'argent de la maison et disparaissait. Je voulais partir avant que Maroney ne vienne me chercher. Reynolds se pencha en avant. Jessica vous a dit de nuire à Catherine Brennan. Vous avez acheté une arme. Prévu de faire passer cela pour un accident. Conspiration, tentative de nuire, abus envers les personnes âgées, accusation d'armes. 15 à 20 ans. Derek ferma les yeux. Mais si vous témoignez contre Jessica, nous pouvons réduire votre peine à 5 ans. Derek leva les yeux. Je témoignerai. Jessica a tout planifié. La tutelle, les poursuites vendredi soir. Tout est d'elle. Reynolds hocha la tête. Nous enregistrons. Je sais. 20 minutes plus tard, Jessica entra dans la 2e salle d'interrogatoire. Elle portait son blazer gris, les cheveux tirés en arrière. Pas de maquillage. Elle s'assit et croisa les mains. Je veux mon avocat. Reynolds appuya sur lecture de son téléphone. La voix de Jessica, froide, fais-le ce soir. Fais-le paraître naturel. Je serai au bureau. Alibi sécurisé. Le visage de Jessica pâlit. Envoyé au téléphone de Derek à 22h47 le 1er août, dit Reynolds.
Nous avons les métadonnées des relevés téléphoniques. La confession de Derek. Jessica ne dit rien. Reynolds fit glisser un deuxième dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de messages textes entre Derek et Amber. 2 cartes d'embarquement pour Grand Cayman, 10 août. Derek Wright, Amber Collins, pas de Jessica Brennan Wright. Le sang-froid de ma fille se brisa. Ses mains tremblèrent. Elle regarda Reynolds, puis le miroir, puis moi. Il allait me quitter. Le visage de Jessica se tordit. Elle frappa ses paumes sur la table. Ce salaud! Je lui ai tout donné. J'ai tout planifié et il allait prendre l'argent et s'enfuir. Elle s'arrêta. Reynolds éteignit l'enregistreur. Vous venez d'avouer une conspiration. Ils me laissèrent entrer dans la pièce. Jessica leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. Maman, s'il te plaît. Je ne voulais pas, arrête. Je posai un document sur la table. Le Thomas R. Brennan Revocable Living Trust, page 17, clause 14. Ton père a ajouté ça en 2014 après ta 3e faillite. Jessica le lut en silence. En cas de soumission du bénéficiaire principal, Catherine Monsieur Brennan, à des abus envers les personnes âgées, à une fraude ou à la coercition par un bénéficiaire secondaire. Le dit bénéficiaire secondaire sera immédiatement et irrévocablement retiré de tous les droits d'héritage. Tu es déshérité. La maison, le portefeuille, les obligations, tout va à la charité. Les mains de Jessica tremblèrent. Je ne savais pas que ça existait. Exactement, dis-je doucement. C'était la vérité que tu n'as jamais vue venir. La vérité que j'ai déclenchée quand j'ai écrit une mauvaise idée au dos de ta lettre. Tu pensais que tu me volais ma maison. Tu n'as pas réalisé que tu activais la clause qui allait te coûter tout. Jessica fixa le papier. Papa savait. Il savait 4 ans avant de mourir. Je me suis levé. Tu n'es pas ma fille. Tu es une criminelle. Je suis sorti. Dehors, Diana attendait avec du café. Derek a signé l'accord de plaidoyer. 5 ans de prison fédérale. Il témoignera contre Jessica. Quand? Le 12 août. 9 jours. J'ai pris le café et j'ai regardé le ciel gris de Boston. Une semaine de plus, puis ce sera fini. Dimanche matin, le bureau de Diana ressemblait à une salle de guerre. La table de conférence était couverte de preuves, de transcriptions imprimées, de 3 ordinateurs portables diffusant des séquences de surveillance, 47 heures d'enregistrement de caméras condensées en une chronologie. Michael Torres était assis en face de moi, révisant les séquences une dernière fois. Diana se tenait devant le tableau blanc, marquant les dates au marqueur bleu. Le 12 août, dit Diana, dans 9 jours. L'accusation appelle Derek. Le premier accord de plaidoyer exige un témoignage complet, puis vous, Catherine. Puis les preuves des caméras. Quelle est la défense de Jessica, demandai-je. Caldwell soutiendra que Derek l'a manipulée, qu'elle est une victime d'un mariage violent, contrainte à tout. Michael leva les yeux. Nous avons son message texte. Fais-le ce soir. Sa voix, son téléphone. Caldwell essaiera quand même, dit Diana. J'ai hoché la tête. Le jury doit tout entendre. À 14 heures, on frappa à la porte. Une jeune femme se tenait dans l'embrasure, flanquée de 2 agents du FBI. 28 ans, longs cheveux bruns en queue de cheval, yeux verts rougis par les pleurs, chemisier blanc et jean. Elle avait l'air terrifiée. Madame Brennan, dit-elle doucement. Je suis Amber Collins. Je me suis levé. Amber entra, les mains jointes. L'agent Reynolds a dit que vous vouliez parler. Je dois vous dire que je ne savais rien. Je jure que je ne savais rien de vous ou de la maison où, sa voix se brisa. Je ne savais pas que Derek était marié avant que le FBI ne vienne à mon appartement vendredi soir. Diana fit un geste vers une chaise. Amber s'assit, tremblante. Parlez-nous de Derek, dit Diana. Amber prit une inspiration tremblante. Nous nous sommes rencontrés en janvier au casino. Il a dit qu'il était divorcé, qu'il recommençait sa vie. Nous avons fréquenté en juin. Il m'a dit qu'il avait hérité de l'argent d'un parent. Il a acheté 2 billets pour les îles Caïmans et a dit que nous recommencerions à 0. A-t-il mentionné sa femme? Jamais.
Il m'a montré des photos d'une maison de Beacon Hill. Il a dit que c'était la sienne. Il a dit qu'une fois la vente conclue, nous quitterions Boston pour toujours. A-t-il mentionné Catherine Brennan? Amber secoua la tête, les larmes coulant. Pas une seule fois. Je ne savais pas pour Jessica. Je ne savais rien de tout ça avant que le FBI ne me dise que Derek avait prévu de... Elle s'arrêta, ne put finir. Vous êtes aussi une victime, dis-je doucement. Amber me regarda, les yeux pleins de larmes. Je suis tellement désolé. Vous ne saviez pas, Derek vous a menti de la même manière que Jessica a menti à tout le monde. L'agent Reynolds apparut dans l'embrasure de la porte. Madame Collins ne sera pas inculpée. Aucune connaissance de la conspiration. Amber se leva, murmura « merci » et partit. Mardi matin, je suis allé au centre de détention fédéral de South Boston avec Diana. Nous nous tenions derrière une vitre sans teint, regardant Derek et Jessica assis l'un en face de l'autre dans une petite pièce en béton. Première fois depuis leur arrestation. Jessica parla la première, d'une voix perçante. « Tu nous as tous les deux détruits. » Derek se pencha en arrière et rit, froidement, vide. « Tu prévoyais d'éliminer ta mère. Je prévoyais de te quitter pour Amber. Nous nous méritons l'un l'autre. » Le visage de Jessica rougit. « J'ai tout fait pour toi. Je t'ai sauvé de Maroneille, j'ai planifié la tutelle, les procès, et tu allais prendre la moitié de l'argent et m'abandonner. Oui, j'allais le faire. » Jessica regarda, sans voix. Derek sourit. « La différence, c'est que ta mère nous a tous les deux déjoués. Elle a racheté ma dette, installé des caméras, appelé le FBI. Nous n'avons jamais eu aucune chance. » Jessica se tourna vers le miroir, me cherchant. Je ne bougeais pas. Dehors, Diana me tendit un dossier. Leur procès commence le 12 août. Caldwell dépeindra Jessica comme la victime de Derek, manipulée, abusée, contrainte. J'ouvris le dossier, ma déposition de témoin, 12 pages, chaque détail du 14 juillet au 1er août. Le jury entendra tout, dis-je. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque instant où elle a essayé de me prendre, Diana hocha la tête. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes. Je suis arrivé à la cour supérieure de Suffolk à 8h45 le mardi matin et la foule était profonde de 3 rangées. Des caméras, des microphones, des journalistes criant des questions. L'affaire avait fait la une des journaux. Fille conspire pour éliminer sa mère pour un héritage de 3,2 millions. À l'intérieur de la salle d'audience 4A, il n'y avait plus de place debout. Je me suis assise à côté de Diana. De l'autre côté de l'allée, Jessica était assise à côté de Richard Caldwell, portant une simple robe grise, les cheveux tirés en arrière, pas de bijoux. Elle paraissait petite. La juge Patricia Morrison est entrée à 9h précises, sa robe noire balayant le sol. Le Commonwealth contre Jessica Brennan Wright. Les chefs d'accusation incluent la conspiration en vue de commettre des dommages, les abus envers les personnes âgées, la fraude financière et la présentation de fausses déclarations. Madame Mandé, veuillez procéder. La procureure de district Rachel Mandé s'est levée, 39 ans, tailleur bleu marine impeccable, cheveux foncés tirés en un chignon serré, 12 ans de poursuite contre la criminalité en col blanc à Boston. Elle fit face au jury. Votre honneur, membre du jury, cette affaire concerne la cupidité. Jessica Brennan Wright a systématiquement tenté de voler la maison de sa mère, de vider ses économies et d'éliminer sa vie pour de l'argent. Caldwell se leva. Votre honneur, Jessica a fait des erreurs, mais elle est la victime d'un mari abusif qui l'a contrainte. La juge Morrison hocha la tête. Madame Mandé, votre premier témoin. Le Commonwealth appelle Derek Wright. Derek entra en tenue orange, les poignets menottés. Il prêta serment et s'assit. Mandé brandit son téléphone. Monsieur Wright, reconnaissez-vous ce message texte envoyé le 1er août à 22h47? Oui, Jessica l'a envoyé. Elle appuya sur lecture. La voix de Jessica, froide, fais-le ce soir. Fais-le paraître naturel. Je serai au bureau. Alibi sécurisé. Le jury se pencha en avant. Qu'est-ce que fais-le voulait dire? Jessica voulait que je nuise à sa mère. Mettre en scène une chute dans les escaliers. Faire passer ça pour un accident de Parkinson. Avez-vous tenté cela? Oui.
J'ai attendu à la maison avec une arme. Le FBI m'a arrêté. Derek regarda Jessica. Elle a tout planifié. La tutelle avec des documents falsifiés, la fausse ordonnance restrictive, le plan du 1er août, tout est de Jessica. Caldwell se leva. Objection. Rejeté, dit la juge Morrison. Mandé m'a appelé ensuite. Je me suis dirigé vers la barre, j'ai levé ma main droite tremblante, j'ai prêté serment. Madame Brennan, racontez au jury ce qui s'est passé le 14 juillet. Je suis rentré de l'hôpital et ma clé ne fonctionnait pas. Ma fille avait changé les serrures. Il y avait une lettre scotchée à la porte. J'ai sorti le papier plié de ma poche. La lettre disait, ta place est à la poubelle. Tu déménages dans un centre de soins aujourd'hui. Je l'ai brandi. Cette nuit-là, dans une chambre de motel, j'ai retourné cette lettre et j'ai écrit 2 mots au dos. Je l'ai déplié et je l'ai montré au jury. 2 mots à l'encre bleue tremblante. Mauvaise idée. La salle d'audience devint silencieuse. Une femme dans le box des jurés couvrit sa bouche. J'ai écrit ces mots parce que je savais que Jessica avait commis une terrible erreur. Elle pensait que j'étais faible, vieille, malade, facile à éliminer. J'ai regardé ma fille. Elle avait tort. Le visage de Jessica devint blanc. Je leur ai tout raconté aux 450 000 $ volés alors que j'étais enfermé dehors. Ordonnance annulée sous le mensonge que j'étais décédé. Fausse facture médicale, fausse contusion mise en scène. Procès conçu pour m'ensevelir. L'arme que Derek avait pointée sur ma poitrine pendant que Jessica était assise dans son bureau à 60 pâtés de maison, construisant son alibi. Quand j'ai fini, la salle d'audience était silencieuse. Merci, Madame Brennan, dit Mandé. Je suis descendu de la barre. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. À leur retour, les 4 femmes se sont levées. Sur toutes les accusations, conspiration en vue de commettre des dommages, abus envers les personnes âgées, fraude financière, présentation de fausses déclarations, nous déclarons l'accusé coupable. La juge Morrison a regardé Jessica. Son expression était dure comme le granit. Mademoiselle Brennan Wright, vous êtes condamnée à 7 ans de prison fédérale. Vous paierez une restitution intégrale de 450 000 $ à votre mère. Votre permis d'exercer le droit est définitivement révoqué. Vous avez exploité la confiance de votre mère, falsifié des documents juridiques et conspiré pour mettre fin à sa vie. Ce tribunal vous montre la même miséricorde que vous lui avez montrée, aucune. 2 huissiers ont emmené Jessica, menottée. Elle ne m'a jamais regardé. Devant le palais de justice, un journaliste se fraya un chemin. Madame Brennan, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai regardé la caméra. J'ai perdu ma fille 2 fois, dis-je. Une fois à l'avidité, une fois à la justice. Je suis parti. De retour au DS Inn, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé l'horizon de Boston prendre des teintes dorées sous le soleil de l'après-midi. Il y a un mois, j'avais une fille, une maison et 450 000 $ d'économie. Maintenant, je n'avais plus rien de tout cela. Mais j'avais autre chose. J'avais gagné. 4 mois après le procès, j'ai vendu la maison. 15 décembre 2025. La clôture a eu lieu dans un cabinet d'avocats sur Boylston Street, non loin de l'endroit où Thomas et moi avions l'habitude de nous promener le dimanche matin. Les acheteurs étaient un jeune couple, un médecin et un professeur, qui étaient tombés amoureux des moulures d'origine de la maison de ville et du jardin que Thomas avait planté en 1987. Ils étaient assis en face de moi, signant page après page de documents, leurs visages illuminés par le genre d'espoir dont je me souvenais 38 ans plus tôt. Le prix de vente était de 3,2 millions de $. Après les taxes foncières, les frais de clôture et les honoraires d'avocat que Diana avait renoncé, je suis reparti avec 3,1 millions de $ déposés sur un nouveau compte que Jessica ne toucherait jamais. Je leur ai serré la main, leur ai souhaité du bonheur et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Je me suis senti libre. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le hall du bâtiment d'architecture du MIT. Diana m'avait aidé à créer le fonds de bourse Thomas et Catherine Brennan, un demi-million de $ en dotation qui financerait 5 bourses complètes chaque année pour des étudiants en architecture durable. La première cérémonie de remise de prix a eu lieu un froid matin de décembre et je me tenais à côté du doyen tandis que 5 jeunes étudiants, 3 femmes, 2 hommes, acceptaient leurs lettres. L'une d'eux, une fille de South Boston aux mains tachées de peinture,
et le même amour que Thomas pour les vieux bâtiments, m'a serré la main et m'a dit « Merci de croire en nous ». J'ai pensé à Thomas, au plan qu'il avait l'habitude de dérouler sur notre table à manger tard le soir, esquissant des bâtiments qui nous survivraient à tous les deux. Mon mari croyait que l'architecture est une question d'héritage, lui ai-je dit. Ce que vous construisez aujourd'hui subsistera longtemps après votre départ. Faites en sorte que cela vaille la peine de s'en souvenir. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. Je suis resté pour la réception, j'ai bu du mauvais café dans des gobelets en polystyrène et j'ai écouté des jeunes de 20 ans parler de leurs rêves. Pour la première fois depuis 7 mois, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à la paix. J'ai emménagé dans un petit appartement d'une chambre à Cambridge la première semaine de janvier 2026. Il donnait sur la rivière Charles avec un petit balcon juste assez grand pour une chaise et une plante en pot. Le loyer était de 1800 $ par mois. Rien comparé à ce que j'avais perdu, mais suffisant. L'appartement avait une bonne lumière, des planchers en bois dur et une fenêtre de cuisine orientée à l'est. Je regardais le lever du soleil chaque matin avec mon café et mes pilules. Carbidopa levodopa, metformine, lisinopril. Mon Parkinson était stable. Le cancer était toujours en rémission. J'ai planté du basilic dans un pot en argile sur le balcon. Cela me rappelait Thomas. La vie était simple. La vie était calme. La vie était à nouveau la mienne. Mi-janvier, une lettre est arrivée du centre fédéral où Jessica purgeait sa peine. Elle était manuscrite, 6 pages, son écriture d'avocate soignée couvrant les 2 côtés de chaque feuille. Je me suis assise à ma table de cuisine et l'ai lu 2 fois. Maman, je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. J'ai juste besoin que tu saches que je déteste ce que je suis devenu. Je déteste la personne que j'étais quand j'ai écrit cette lettre, quand j'ai pris ton argent. Quand j'ai dit à Derek je ne peux même pas écrire les mots. Je suis en train de suivre des cours de comptabilité ici. J'essaie d'apprendre quelque chose d'honnête. J'essaie de recommencer, si tant est que ce soit possible, après ce que j'ai fait. Je sais que je nous ai détruits. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ça. Je suis désolé, Jessica. J'ai plié la lettre et l'ai posée sur la table. Je n'étais pas prête à répondre. Peut-être que je ne le serai jamais. J'ai mis la lettre dans le tiroir à côté de la photographie de Thomas et je l'ai fermée. Une semaine plus tard, mon téléphone sonna. Madame Brennan? Une jeune voix féminine, hésitante. Ici Amber Collins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je me souviens. Je voulais vous remercier de ne pas avoir porté plainte, de comprendre. Je ne savais pas, vous étiez aussi une victime, Amber. Une pause. Puis avant que le FBI n'arrête Derek, il a dit quelque chose. Je ne l'ai pas compris alors, mais je pense que vous devriez savoir. Qu'a-t-il dit? Il a dit, ne laissez pas Catherine penser que je voulais vraiment lui faire du mal. Dites-lui que je suis désolé. J'ai fermé les yeux. Derek Wright, cocaïnomane, débiteur d'usurier, futur traître, avait passé ses derniers moments de liberté à penser à moi, non à Maroneille, non à l'argent, mais à savoir si je le pardonnerais. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Vous allez bien, Madame Brennan? J'ai regardé par ma fenêtre la rivière Charles, les rameurs fendant l'eau froide et grise, la ville où j'avais vécu pendant 50 ans. Je guéris, dis-je lentement, mais je guéris. Je me suis réveillé avec 50 appels manqués. 18 février, 7 heures du matin. Mon téléphone était posé sur la table de chevet, l'écran brillant de notifications. Chaque appel provenait du même numéro, un indicatif régional du Massachusetts que je ne reconnaissais pas, suivi d'un message vocal automatisé. Vous avez un appel en PCV d'un établissement fédéral. Appuyez sur 1 pour accepter. Je n'avais pas appuyé sur 1. Je me suis assise dans mon lit, mon appartement de Cambridge encore sombre, la Charles River à peine visible à travers la fenêtre dans la grisaille de l'aube. Ma main tremblait en prenant le téléphone. Parkinson ou autre chose. Je n'étais pas sûr. 50 appels, tous de Jessica. J'avais passé 6 mois à construire une nouvelle vie. 6 mois sans sa voix dans ma tête. Et maintenant, à 7 heures du matin, elle essayait de revenir. J'ai failli les supprimer. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur lecture du premier message vocal. La voix de Jessica a retenti, brisée et rauque. Maman, c'est moi.
Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je sais que je ne mérite pas, une longue pause, le bruit de la respiration. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Le message s'est terminé. Je suis restée assise, fixant le téléphone. J'ai joué le deuxième message. Maman, c'est encore Jessica. Je dois te faire savoir que je comprends ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'excuse, pas de raison qui justifie de planifier de te faire du mal. J'ai tout détruit. Je nous ai détruits. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Troisième message. J'ai suivi une thérapie ici 3 fois par semaine. Le conseiller dit que je dois prendre mes responsabilités. Alors, j'appelle pour dire que je prends l'entière responsabilité de tout. La maison, l'argent, Derek, tout. Quatrième message. Je pense à cette lettre tous les jours. Ta place est à la poubelle. J'ai écrit ça. J'ai vraiment écrit ça à ma propre mère. Quel genre de personne fait ça? J'ai fermé les yeux. Au 10e message, Jessica sanglotait. Au 20e, sa voix était rauque. Au 50e, elle chuchotait à peine. Je n'attends pas que tu me pardonnes, maman. J'ai juste besoin que tu saches. J'essaie de devenir quelqu'un que tu pourrais pardonner. Un jour, peut-être. Je ne sais pas. Je suis désolé. Le message vocal s'est terminé. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé le mur pendant longtemps. À midi, j'ai appelé Diana. J'ai reçu 50 messages vocaux de Jessica la nuit dernière, dis-je. Diana resta silencieuse un instant. Tu les as écoutés? Tous. Comment te sens-tu? J'ai regardé la rivière. Un seul rameur fend dans l'eau, ses rames brillant sous le soleil d'hiver. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. En colère, triste, fatigué, tout à la fois. Tu veux répondre? Je ne sais pas non plus. La voix de Diana était douce. Catherine, le pardon n'est pas un interrupteur que tu actionnes. C'est un voyage. Tu ne lui dois rien. Ni ton temps, ni tes mots, ni ton pardon. Mais ne la laisse pas non plus te consumer par la haine. Tu as déjà gagné. Ne la laisse pas te prendre ta paix. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Je ne supprimerai pas les messages, mais je ne suis pas prête à répondre. C'est bon, dit Diana. Tu n'as pas besoin d'être prête. Ce soir-là, mon téléphone sonna de nouveau. Une voix féminine, professionnelle et calme. Madame Brennan, ici Dr Hélène Marsh, la conseillère de l'établissement où votre fille est incarcérée. Jessica m'a demandé de vous contacter. J'écoute. Jessica a participé à une thérapie intensive depuis son arrivée. Elle a fait des progrès significatifs dans la compréhension du tort qu'elle a causé. Elle aimerait avoir la permission de vous écrire des lettres manuscrites, pas d'appel téléphonique. Elle comprend que vous ne répondrez peut-être pas, mais écrire l'aide à gérer sa culpabilité. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Les lirez-vous? Demanda le docteur Marsh. Je les accepterai, dis-je finalement. Mais je ne promets pas de les lire tout de suite. C'est juste. Merci, Madame Brennan. Elle raccrocha. Je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de Cambridge, se reflétant sur l'eau de la ville que j'avais presque perdue. La porte n'était pas fermée, mais elle n'était pas ouverte non plus. Pas encore. L'amphithéâtre du MIT était plus petit que dans mes souvenirs. 23 personnes remplissaient les 3 premières rangées, 5 boursiers et leurs familles, plus quelques professeurs d'architecture. Je me tenais au pupitre à 10 h un froid mardi matin, le 28 janvier 2026, mes notes devant moi, et une lettre non ouverte pliée dans la poche de ma veste. Je l'avais portée pendant 3 jours, incapable de décider si je devais la lire ou la brûler. Le doyen me présenta comme Catherine Brennan, architecte à la retraite, ancienne élève du MIT, cofondatrice en 1977 du fonds de bourse Brennan. Applaudissements polis. Je me suis approché du microphone. Merci d'être ici, commençai-je. Je vais vous raconter une histoire sur les fondations. Je leur ai parlé du 14 juillet, le jour où ma clé a cessé de fonctionner, le jour où ma fille m'a enfermé hors de ma propre maison. Je leur ai parlé de l'argent volé, des médicaments annulés, des procès conçus pour m'ensevelir. Je n'ai pas mentionné l'arme, ni le FBI,
ni le procès. Je n'en avais pas besoin. Ils ont compris. L'architecture nous apprend, dis-je, qu'un bâtiment n'est aussi solide que ses fondations. Lorsque la fondation se fissure, tout ce qui se trouve au-dessus s'effondre. Il en va de même pour les gens. La trahison fissure vos fondations. Mais si vous vous êtes bien construit, si vos valeurs, votre intégrité, votre résilience sont suffisamment profondes, vous pouvez reconstruire. Un jeune homme au deuxième rang leva la main. Madame Brennan, comment pardonnez-vous à quelqu'un qui a essayé de vous détruire? La pièce devint silencieuse. Je le regardai longuement. Le pardon doit être gagné par des actions, dis-je. Pas seulement par des mots. Et même alors, ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un voyage. Je suis toujours sur ce chemin. Je le serai peut-être pour le reste de ma vie. Il hocha lentement la tête. Mais je vais vous dire ceci, continuai-je. Ne laissez pas la haine devenir votre fondation car la haine est une fissure qui fera tomber tout ce que vous essayez de construire. Après la conférence, je me suis assise seule dans la cour devant le bâtiment d'architecture. La lettre me semblait lourde dans ma poche. Je l'avais reçue 4 jours auparavant. Une autre enveloppe manuscrite du Centre fédéral, plus épaisse que la première. Je l'avais portée partout, non ouverte, craignant ce qu'elle pourrait dire. Craignant ce que je pourrais ressentir. Je la sortis maintenant et la dépliai lentement. Maman, ceci est ma deuxième lettre. Je ne sais pas si tu as lu la première. Je ne sais pas si tu liras celle-ci, mais je dois continuer à écrire parce que c'est la seule chose honnête que je puisse faire en ce moment. J'ai suivi une thérapie 4 fois par semaine. Le docteur Marsh dit, j'ai passé 39 ans à bâtir mon identité autour de la réussite, du succès, de l'argent. J'ai mesuré ma valeur par mon salaire, mon titre, ma maison, et quand j'ai commencé à perdre ces choses, quand les dettes de Derek se sont accumulées, quand mon cabinet a commencé à échouer. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je pouvais juste avoir la maison, la vendre, tout rembourser, je pourrais redevenir la personne que je pensais être. Mais je n'ai jamais été cette personne, maman. J'étais vide. Et j'ai essayé de remplir ce vide en te prenant tout. Je n'écris pas ceci pour demander pardon. J'écris parce que j'essaie de changer. Pas pour une réduction de peine. Je mérite chaque année de cela. Mais parce que je veux devenir quelqu'un qui pourrait se tenir devant toi un jour et ne pas avoir honte. Je sais que je nous ai détruits. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais peut-être que si je travaille assez dur, il pourrait y avoir quelque chose d'avenir. Je t'aime. Je suis désolé, Jessica. J'ai plié la lettre et pour la première fois depuis juillet, j'ai pleuré. Non de colère, non de trahison, mais de tristesse. Pour la fille que j'avais perdue, pour la femme qu'elle pourrait encore devenir. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une feuille de papier vierge. J'ai écrit une phrase. J'ai reçu votre lettre. J'ai besoin de temps. Je suis toujours là. Je l'ai pliée, j'ai écrit l'adresse du centre de Jessica sur une enveloppe et je l'ai posée sur la table. Je ne l'ai pas postée. Au lieu de cela, je l'ai mise dans le tiroir à côté des 2 lettres de Jessica et de la photographie de Thomas. La porte n'était plus verrouillée, mais je n'étais pas prête à l'ouvrir. Pas encore. J'ai posté la lettre le 1er février. 3 jours après la conférence du MIT, je me suis réveillé tôt et j'ai sorti le papier plié de mon tiroir de cuisine. Je l'avais écrite la nuit du 28 janvier après avoir lu la 2e lettre de Jessica dans la cour. Je l'avais portée avec moi pendant 72 heures, lisant et relisant les 3 phrases que j'avais écrites, me demandant si je faisais une erreur. J'ai reçu votre lettre. J'ai besoin de temps, mais je suis toujours là. Diana m'a conduite au bureau de poste sur Massachusetts Avenue à 9 heures du matin. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr. Elle m'a juste tendu un timbre et a attendu pendant que j'adressais l'enveloppe au Centre fédéral de Danbury, Connecticut. Je l'ai déposée dans la boîte aux lettres bleues à l'extérieur. La fente métallique a claqué. « Comment vous sentez-vous » demanda Diana alors que nous retournions à sa voiture. « Je ne sais pas encore » dis-je. « Demandez-moi dans 1 an. » Cet après-midi-là, j'ai rendu visite à Thomas. Le cimetière de Mount Auburn était situé sur une colline à Cambridge, surplombant la ville où nous avions construit nos vies. J'ai emprunté le chemin familier jusqu'à sa tombe, section 12, sous un hêtre pourpre qu'il avait toujours aimé.
La pierre tombale était simple, en granit, son nom et les dates qui encadraient nos 38 ans de vie commune. Thomas R. Brennan, 1952 à 2018, architecte, mari, bâtisseur d'héritage. Je me suis agenouillé et j'ai balayé la neige de la pierre. J'ai posté la lettre, dis-je doucement. À Jessica. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas si elle mérite une seconde chance. Mais je le fais pour moi, pas pour elle, parce que je suis fatigué de porter toute cette colère. Le vent soufflait à travers les branches nues au-dessus. Tu m'as protégé même après ton départ. Cette fiducie que tu as créée en 2014. La clause 14. Ça m'a sauvé. Tu savais ce qu'elle deviendrait. Tu savais avant moi. Je suis resté là pendant 1 heure, parlant à Thomas comme je le faisais quand il était en vie, lui racontant le fonds de bourse. Les 5 étudiants aux mains tachées de peinture et aux rêves plus grands que leur compte bancaire. L'appartement au bord de la rivière où je buvais du café et regardais le lever du soleil. Je ne suis pas guéri, dis-je finalement. Mais je guéris. Et je pense que c'est ce que tu voudrais. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, 5 lettres m'attendaient dans ma boîte aux lettres, toutes d'étudiants du MIT. J'ai préparé du thé et me suis assise à ma table de cuisine, les ouvrant une par une. Chère Madame Brennan, je suis la première personne de ma famille à aller à l'université. Votre bourse signifie que je ne serai pas diplômé avec $200 000 de dette. Cela signifie que je peux concevoir des bâtiments pour les personnes qui en ont besoin, pas seulement pour celles qui peuvent se les offrir. Merci de croire en nous. Une autre lettre de la fille aux mains tachées de peinture. Madame Brennan, mon rêve est de concevoir des logements abordables à South Boston où j'ai grandi. Le travail de votre mari m'a inspiré. Votre générosité le rend possible. Je promets de construire quelque chose dont on se souviendra. J'ai lu les 5 lettres 2 fois. Puis je les ai épinglées sur le petit tableau d'affichage au-dessus de mon bureau à côté du plan que Thomas avait esquissé pour notre premier anniversaire. Une maison avec des os solides et des racines profondes. Cette nuit-là, à 700 miles de là, Jessica était assise dans sa cellule et ouvrait une enveloppe. Elle déplia la feuille unique à l'intérieur et lut 3 phrases écrites de la main soignée de sa mère. J'ai reçu votre lettre. J'ai besoin de temps, mais je suis toujours là. Elle serra le papier contre sa poitrine et pleura. À Cambridge, 5 étudiants étaient assis à des tables à dessin, esquissant des bâtiments qui subsisteraient longtemps après leur départ. Dans un petit appartement surplombant la Charles River, je me tenais sur mon balcon et regardais le lever du soleil peindre l'eau en or. Ma main tremblait toujours. Le cancer était toujours en rémission. Le Parkinson ne disparaîtrait jamais. Mais j'étais là. J'étais toujours là. Et lentement, très lentement, la blessure se refermait. Pas guérie. Pas encore, mais en voie de guérison. Et c'était suffisant. Avec le recul, depuis mon petit appartement surplombant la rivière Charles, je comprends ce que ces 2 mots signifiaient vraiment. Mauvaise idée n'était pas seulement de la défiance. C'était un déclencheur pour une vérité que Jessica n'avait jamais vue venir. Une vérité que son père avait plantée dans un document juridique en 2014. Une vérité qui était restée dormante pendant 12 ans, attendant le jour où elle franchirait enfin la ligne. Elle pensait qu'elle volait ma maison. Elle n'a pas réalisé qu'elle activait la clause 14, la clause qui la priverait de tout héritage. De chaque dollar, de chaque actif que Thomas avait construit. C'est la vérité qu'elle n'a jamais vue venir et cela l'a détruite. Ce n'est pas juste une autre de ces histoires de drame familial que vous entendez aux informations. C'est un avertissement. Si vous ne tirez rien d'autre de ce que j'ai vécu, prenez ceci, les histoires de drame familial comme la mienne ne commencent pas par la trahison. Elles commencent par le silence, par des signaux d'alarme ignorés. Par de petits compromis que vous faites parce que la famille, c'est la famille. J'ai ignoré la 3e faillite de Jessica. J'ai signé cette procuration sans lire chaque ligne. Je voulais croire que ma fille m'aimait plus qu'elle n'aimait l'argent. J'avais tort. Les histoires de grand-mère comme la mienne deviennent une épidémie en Amérique. Chaque année, des milliers de personnes âgées sont exploitées financièrement par leurs propres enfants, dépouillées de leurs économies, forcées dans des établissements, privées de leur dignité. Nous avons construit la richesse. Nous avons élevé les enfants. Et parfois, ils nous remboursent en nous traitant comme des obstacles à l'héritage. Ne soyez pas comme moi.
N'attendez pas que votre clé cesse de fonctionner pour vous protéger. Si vous avez des biens, créez une fiducie de votre vivant avec une clause de protection contre les abus. Si vous signez une procuration, faites-la examiner par un avocat indépendant. Si votre enfant adulte demande soudainement l'accès à vos comptes, demandez pourquoi. La gentillesse n'est pas de la naïveté. L'amour ne signifie pas une confiance aveugle. Et si vous êtes l'enfant adulte qui lit ceci, si vous êtes noyé dans les dettes, désespéré d'argent, regardant la maison de vos parents comme une solution, arrêtez, partez. Appelez un conseiller financier. Déclarez faillite si vous le devez. Mais ne détruisez pas la personne qui vous a donné la vie. Jessica a appris cette leçon dans un tribunal fédéral. Derek l'a apprise quand une arme s'est enrayée. N'attendez pas qu'un juge vous apprenne ce que votre conscience aurait dû vous dire en premier. Ces histoires de grand-mère que vous voyez sur les réseaux sociaux, ces histoires de drames familiaux chuchotés lors des réunions de famille. Nous ne sommes pas seulement des victimes. Nous nous sommes battus. Nous avons survécu. Et je veux que chaque grand-mère, chaque parent âgé sache que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas impuissant. Le système peut fonctionner si vous savez comment l'utiliser. J'ai aussi appris autre chose. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas oublier. C'est le processus lent et douloureux de décider que la personne qui vous a blessé ne définira pas le reste de votre vie. Je n'ai pas encore pardonné à Jessica. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je lui ai envoyé une lettre disant « Je suis toujours là ». Pas pour elle, pour moi. Parce que la haine est un fardeau, et je suis trop vieille pour le porter encore. Le bon Dieu nous donne le libre arbitre et avec lui la capacité d'un grand amour et d'un grand mal. Jessica a choisi le mal. J'ai choisi la survie. Et maintenant, dans le temps qu'il me reste, je choisis la paix. Parmi toutes les histoires d'exploitation et de perte de grand-mère, j'espère que la mienne pourra être une histoire de résilience et de justice. Mon nom est Catherine Brennan. J'ai 71 ans. J'ai la maladie de Parkinson et des antécédents de cancer. Ma fille a essayé de m'éliminer pour une maison d'une valeur de 3,2 millions de dollars, mais je suis toujours là, et je ne vais nulle part.